de 6h présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Lionel et bonjour à tous. 7 questions ce matin. La France compte-t-elle intervenir militairement au Niger bientôt une semaine après le putsch dans le pays? La junte accuse, Paris dément. Cette nuit, les pays voisins du Burkina Faso et du Mali, aussi contrôlés par des militaires, ont prévenu toute intervention serait interprétée comme une déclaration de guerre. Guillaume Dominguez, au milieu de cette tension grandissante, les ressortissants français du Niger, y a-t-il un risque pour eux ? Non, pas pour le moment, même si selon les informations d'Europe 1, le ministère des Affaires étrangères se prépare à évacuer les Français présents dans le pays à tout moment. Un contact quasi permanent est entretenu avec eux depuis le putsch mercredi dernier. Ils sont invités à ne pas quitter leur domicile. Un message leur a été envoyé pour recenser le nombre de Français présents dans le pays. Selon un dernier comptage, il serait environ 600 à vivre au Niger, mais beaucoup d'entre eux ne sont pas présents sur le territoire à cause des vacances scolaires. Pour l'heure, les citoyens français ne représentent pas une cible pour les putschistes, selon le général Christophe Gomard, ancien directeur du renseignement militaire français. Pour l'instant, je pense qu'ils s'en prennent plus à l'aspect institutionnel. Les manifestants se sont attaqués à l'ambassade de France, vont sans doute s'attaquer aux entreprises françaises installées au Niger. Et pour l'instant, je pense que les ressortissants ne sont pas directement menacés. Et en cas de risque pour leur sécurité, les expatriés français ont reçu des consignes bien précises. Il y a des responsables d'îlots, il y a des points de regroupement dans lesquels les ressortissants se regroupent. Donc il y a cette possibilité directe de se retrouver dans une enceinte militaire protégée avec des gens capables de les défendre en cas de besoin. Selon les informations d'Europe 1, le ministère des Affaires étrangères veut laisser une chance à l'ultimatum lancé par la CEDEAO avant de décider d'une possible évacuation. Et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui, je vous le rappelle, demande le retour du président Bazoum renversé, faute de quoi les transactions commerciales resteront bloquées avec le Niger. Et puis en Russie, un drone a percuté une tour d'un quartier d'affaires de Moscou ce matin, la même qui avait été visée ce week-end par une attaque du même type. Les autorités précisent que plusieurs autres engins ont été abattus. L'aéroport international de la capitale a été brièvement fermé. Europe 1, il est 6h03, la suite de votre journal. Victor Pourchet, Lionel Gougelot. En France, c'est un des changements de ce 1er août. Les tarifs réglementés de l'électricité augmentent de 10%. Ménages et petites entreprises sont concernés, conséquence de l'inflation mais aussi de la suppression progressive du bouclier tarifaire par le gouvernement. Autre changement, l'impression automatique du ticket de caisse, c'est fini. Il vous faudra désormais le demander explicitement pour l'obtenir en version papier ou en version numérique. Cette mesure, 2 fois repoussée, a pour but de réduire le gaspillage, mais cette décision ne ravit pas les associations de consommateurs, Noah Moussa. Oui, car il y a encore beaucoup de gens attachés au ticket de caisse. Il sert à suivre ses dépenses ou à échanger des articles, par exemple. Mélissa Chevillard est en charge des relations institutionnelles chez l'UFC Que Choisir. Imaginons que vous choisissiez des vêtements et que vous soyez trompé de taille. Eh bien, si vous devez procéder à un échange, vous aurez besoin de ce petit bout de papier. Si vous choisissez un produit spécifique en rayon parce qu'il bénéficie d'une réduction, vous aurez besoin de ce ticket pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur en caisse et donc que vous avez bien bénéficier de cette réduction. En réponse, le gouvernement assure que les commerçants pourront proposer aux clients de recevoir le ticket par mail ou par SMS, une alternative non obligatoire qui est loin de faire l'unanimité. Guylaine Brohan est la présidente nationale de Familles Rurales. Il y a 10 millions de personnes en France qui n'ont pas d'informatique, qui n'ont pas d'ordinateur, même pas de smartphone. Pour eux, c'est pas possible d'avoir un ticket sur leur ordinateur parce qu'ils n'ont pas d'internet. Mais il y a quand même des exceptions. Vous aurez un ticket de caisse si vous achetez de l'électroménager, de la téléphonie ou des articles de sport. Et évidemment, il reste systématique pour les produits sous garantie. Noah Moussa pour Europe 1. Et je vous rappelle aussi que c'est le dernier jour aujourd'hui des soldes dans vos magasins. La période avait été allongée suite aux émeutes du mois dernier. C'est un nouveau bug sur le site des impôts qui vous donne un délai supplémentaire. Vous avez jusqu'à ce soir pour déclarer vos biens immobiliers en ligne. C'est la deuxième fois que la date est repoussée. La première, c'était il y a un mois à cause des difficultés éprouvées par les utilisateurs sur la nouvelle plateforme. Hier, c'était un problème technique dû à l'afflux de connexion. Le gendarme qui a tué par balle un homme le menaçant avec un sabre hier, placé en garde à vue, appelé avec son binôme pour un différend de voisinage à Isbergues dans le Pas-de-Calais. Le militaire a ouvert le feu sur ce sexagénaire. 2 enquêtes sont ouvertes pour établir si les conditions de la légitime défense étaient remplies. 6h05 sur Europe 1, la suite de votre journal. Victor Pourchet, Lionel Gougelot. Europe 1 vous plonge ce matin dans les secrets du fort de Brégançon. Lieu de villégiature des présidents français où séjourne depuis samedi Emmanuel
Emmanuel Macron. Le chef de l'État en vacances dans le Var, mais Mayalène Trémollet, pour qu'il reste tout de même en permanence à sa tâche, le fort est totalement équipé. Oui, l'objectif, c'est que le chef de l'État demeure toujours joignable et disponible en cas de nécessité ou de crise. Le fort de Brégançon devient donc au mois d'août une sorte d'Élysée-sur-Mer. De sa propriété dans le Var, le président dispose en effet de tous les outils nécessaires pour travailler, passer des appels internationaux via des lignes sécurisées, participer aux réunions importantes en visioconférence. Il s'agit aussi traditionnellement d'un lieu diplomatique où les présidents de la Ve République ont accueilli diverses personnalités politiques. Emmanuel Macron y avait ainsi reçu Theresa May en 2018, Vladimir Poutine en 2019 ou encore la chancelière allemande Angela Merkel en 2020. Si l'accès au fort est impossible pendant la période des vacances du président, il reste ouvert à d'autres périodes de l'année pour des visites guidées depuis environ 10 ans. Une décision de François Hollande conservée par Emmanuel Macron, le chef de l'État qui souhaite par ce biais donner à la bâtisse un caractère officiel et refuse de montrer, même en vacances, l'image d'un président déconnecté des problèmes des Français. Mayalène Trémollet du service politique d'Europe 1. En direction Lisbonne à présent avec le coup d'envoi aujourd'hui des Journées mondiales de la jeunesse. Plus d'1 million de fidèles attendus dans la capitale portugaise pour ce pèlerinage géant, le premier depuis le Covid-19, qui va rassembler notamment près de 40 000 Français. Parmi eux, Astrid et Pierre, un événement majeur de leur vie de catholique avant un autre événement majeur, leur mariage en septembre. Oui. Le reportage de Sandrine Prioul pour Europe 1. Étudiants, ils ont 22 et 23 ans. Il y a quelques semaines de leur mariage, les JMJ sont un pèlerinage prénuptial pour Astrid et Pierre. J'attends beaucoup la veillée autour du pape le dernier soir. On sera donc tous réunis au même endroit et je suis certain que ce sera très intense et qu'on ne vit qu'une fois dans sa vie. Ça permet de voir qu'on n'est pas seul. Le futur époux, motivé de se reconnaître parmi ses pairs, 40 000 catholiques français sur les bords du Tage, pour rompre parfois l'isolement d'être religieux, pour faire aussi comme autrefois ses parents qui se sont rencontrés au JMJ de Paris en 97. Des célébrations qu'Astrid s'impatiente de vivre. Et vraiment, les JMJ, je trouve que ça représente bien l'église actuelle. Parce qu'on peut, dans les clichés qu'on peut avoir, c'est l'église qui est assez vieille, assez triste. Et en fait, pas du tout. Elle est pleine de joie, pleine de fêtes. C'est une église jeune. Jeune et festive, voilà ce qu'espèrent les deux pèlerins de leur JMJ portugaise, déjà branchés sur les réseaux sociaux pour ne rien rater des événements de la semaine. Sandrine Prioul pour Europe 1. À noter qu'à 7h40, nous serons en ligne avec Sophie de Jarias. Elle est secrétaire générale adjointe de la conférence des évêques de France. Elle est sur place à Lisbonne. Elle nous dira quelle est l'ambiance dans la capitale portugaise, donc à l'ouverture de ces JMJ. On parlait du Niger au début de ce journal, Victor, mais il y a aussi au Sénégal une crise politique et 2 personnes qui ont été tuées hier lors de manifestations. Ces manifestations qui suivaient l'inculpation et le placement en détention de l'opposant Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024. Cet opposant au président Macky Sall, condamné et écroué pour divers crimes, dont l'appel à l'insurrection, appel qui, selon les autorités, ont provoqué des tueries justifiant la dissolution de son parti. De nouvelles exploitations de pétrole et de gaz, tenez-vous bien, pour protéger le climat. L'argument du Premier ministre britannique fait pour le moins polémique au Royaume-Uni. Rishi Sunak qui va accorder des centaines de licences pour ses exploitations en mer du Nord. Cela a été annoncé hier. Levée de bouclier des ONG qui considèrent que c'est un désastre écologique. Elles s'indignent aussi de la rhétorique du pensionnaire de Downing Street alors que le contexte politique est tendu dans le pays sur ce sujet de la lutte contre le réchauffement climatique. Les explications de la correspondante d'Europe 1 à Londres, Élodie Goulesque. Puiser du gaz et du pétrole en mer du Nord pour préserver le climat, c'est presque ainsi que se justifie Rishi Sunak. Selon le Premier ministre britannique, ces nouvelles licences permettront d'extraire des énergies fossiles à domicile, réduisant ainsi la dépendance à des pays comme la Russie. Une initiative qui, selon le gouvernement, permettra de réduire l'empreinte carbone du Royaume-Uni en cessant d'importer pétrole et gaz, comme c'est le cas actuellement. Une annonce qui a fait bondir les écologistes, dont Zach Polanski, numéro 2 du Parti des Verts. L'idée que brûler des énergies fossiles en mer du Nord est la façon d'arriver à la neutralité carbone serait risible si les conséquences n'étaient pas aussi graves. Au final, ces sociétés d'exploitation sont des multinationales qui vendront le pétrole et le gaz sur le marché international. Récemment, la lutte contre le changement climatique a été au cœur des débats politiques à droite comme à gauche. À moins d'1 an des élections, la classe politique semble prête à reporter l'urgence climatique, trop chère à contrer en pleine crise du coût de la vie selon elle, pour privilégier ses ambitions électorales.
Londres, Élodie Goulesque, Europe 1. Et pour terminer la suite de notre série de l'été sur les musées insolites de France, celui-là est à Paris et il est assez unique en son genre. Je veux parler du musée de la contrefaçon. Et alors là, c'est simple, il y a de tout. L'équipe se charge de récupérer en fait tous les objets saisis par les douanes et les juges. Tout est rassemblé au même endroit. Et pour vous guider, Marie Jiquel pour Europe 1. J'ai acheté des produits de contrefaçon, c'était des Nike à 10 € je crois. Des produits automobiles, on a un coudoir cassé, on peut le changer. C'est moins cher, mais on veut des fois avoir des petits sacs de marque, de luxe. Entre de faux tableaux, des meubles de copieurs. Et tous ces articles faux dans vos placards, eh bien, ils pourraient se retrouver ici, dans cette demeure du 16e arrondissement de Paris. Bienvenue au vrai musée de la contrefaçon, une brocante de luxe entre les faux sacs ou les fausses toiles. Derrière les vitrines, il y a aussi un petit côté supermarché, des préservatifs au shampoing. On comprend en fait que... En France, tous les produits sont copiés. Je suis Delphine Sarfati Sobrera et je suis directrice générale de l'Unifab, qui est l'association qui gère le musée de la contrefaçon. Qui peut imaginer qu'il peut y avoir des contrefaçons tronçonneuses? Quand les produits ne respectent pas les normes, ça peut être extrêmement dangereux. Il y a d'autres produits qui sont assez amusants. Par exemple, on a un mètre ici qui ne mesure pas 1 mètre. Ce faux Matisse qui nous a été donné par le tribunal, c'est quelqu'un qui l'a retrouvé dans la maison de son grand-père. Il pensait avoir un vrai produit. C'est sûr que c'est beaucoup moins rentable, mais ça fait une histoire, une anecdote assez sympa à raconter à nos visiteurs. Comment on a cru qu'on était millionnaire et en fait pas du tout, c'est ça? Exactement. Fausse mes collections qui dans le vestibule. Le reportage de Marie Jiquel pour Europe 1 et puis cette nouvelle également, la mythique ville de Venise en péril. L'UNESCO recommande de placer la ville italienne sur la liste du patrimoine en danger aux côtés de 55 autres sites, dont certains en Irak, en Afghanistan ou en Ukraine. Les impacts du changement climatique et le tourisme de masse sont dans le viseur du Centre de patrimoine mondial. Cette recommandation doit être confirmée lors d'un vote en septembre. Effectivement. Merci Victor Pourchet, c'était votre journal. Il est